fiction, c'est de celui-là que je vais parler, hein, et aujourd'hui la fiction télévisée, sont sans doute des productions culturelles qui appellent le plus évidemment une approche genrée. Instrument majeur depuis le début du XXe siècle de construction et de transmission des normes de genre, les films nous proposent, nous imposent, des images désirables du masculin et du féminin, en nous racontant des histoires qui sont comme de grands fantasmes collectifs, variables certes en fonction des sociétés et des moments historiques, mais qui imprègnent profondément la construction des identités genrées. Pourtant, la réalisation des films reste une prérogative largement masculine. La proportion de femmes cinéastes dans les pays occidentaux est encore plus basse que dans les assemblées élues. Et l'analyse des représentations filmiques au prisme du genre n'a commencé à être pratiquée par quelques chercheuses féministes britanniques et américaines qu'à la fin des années 70. La France est paradoxalement à la fois le pays le plus rétif aux analyses genrées du cinéma et le pays qui produit, et de loin, le nombre le plus important de films réalisés par des femmes. Une des raisons de la résistance française aux approches genrées des films est sans doute que ces approches socioculturelles abordent le cinéma à partir de l'expérience qu'en font les spectateurs et les spectatrices ordinaires, que nous sommes aussi, et ce qui fait problème en France, où l'approche dominante du cinéma, à l'université comme dans l'enseignement secondaire et parmi les cinéphiles, privilégie l'esthétique et le cinéma d'auteur. La cinéphilie, inventée en France par les premiers critiques de cinéma dans les années 20, promue dans les années 50 par les cahiers du cinéma, vise à faire du cinéma un objet de la culture légitime, en accordant une attention privilégiée aux qualités formelles des films, aux dépens de ce dont ils parlent et comment ils en parlent. La cinéphilie a construit un panthéon d'auteurs, exclusivement masculins, qui vise à mettre le cinéma au même niveau de légitimité culturelle que la littérature et les beaux-arts. Or, la réalité socioculturelle du cinéma est, depuis les premiers temps, celle d'une culture de masse qui s'adresse au plus grand nombre, à travers des codes et des conventions comme les genres, les stars, le recours à des types de fiction hérités du roman du XIXe et la constitution de codes narratifs basés sur la transparence du récit, l'identification des spectateurs et spectatrices ainsi que des formes de censure et d'autocensure qui facilitent la diffusion des films en direction des publics les plus larges. Aujourd'hui, dans les pays occidentaux, mais surtout en France, qui a inventé ce paradigme, deux pôles socioculturels structurent la production et la consommation des films. Le cinéma d'auteur et le cinéma de genre. D'un côté, la légitimité culturelle, de l'autre, le box-office. D'un côté, la culture d'élite, de l'autre, la culture de masse. La cinéphilie savante ne prend en considération que le cinéma d'auteur, qui s'adresse à un public de plus en plus restreint, cependant que le cinéma de genre, stigmatisé sous le terme de cinéma commercial, n'obtient l'attention des critiques que lorsqu'il est pratiqué par un auteur. Je mets entre guillemets ce terme, évidemment, sans eux. Les pratiques des spectatrices et des spectateurs ordinaires sont beaucoup plus riches et diversifiées que le discours cinéphilique ne le laisse supposer. À travers l'attention à la dimension genrée des films et de leur réception, c'est cette complexité que l'on peut faire émerger. En France, l'étude des œuvres littéraires, artistiques ou cinématographiques en fonction des représentations qu'elles offrent des rapports sociaux de sexe est mal acceptée et encore mal comprise par beaucoup de ceux et celles qui enseignent et écrivent, que ce soit à l'université ou dans les milieux artistiques et culturels. Associée au féminisme anglo-saxon, au politiquement correct, entre guillemets, et aux autres mauvais objets d'une pensée hexagonale de plus en plus repliée sur elle-même, les études de genre, ces gendered studies auxquelles les universités anglophones de par le monde consacrent des départements entiers, commencent à peine à sortir de la semi-clandestinité où elles ont été longtemps cantonnées en France, non sans susciter encore des réactions d'hostilité qui ne sont pas seulement le fait des courants les plus à droite. Dans le contexte des études cinématographiques, la philosophie, d'abord l'esthétique et avec Deleuze la philosophie bergsonienne, est considérée comme un instrument majeur de légitimation culturelle de l'objet cinéma. En revanche, les approches genrées, pour la doxa cinéphilique, ont le tort de tirer le cinéma vers le bas, le monde des affects, et plus grave encore, le sociologisme primaire. Au lieu d'élever le cinéma vers le monde pur des idées, on l'abaisserait vers le monde impur des rapports sociaux de sexe, auquel la création artistique devrait le soustraire,
en tout cas dans la tradition culturelle française, où l'art autant que la politique sont censés relever d'une universalité qui prétend transcender la différence des sexes au profit d'une masculinité qui s'érige en norme universelle. Proposer une approche genrée du cinéma tout en prétendant lui donner une dignité scientifique suppose donc un changement de paradigme, une rupture épistémologique en quelque sorte. Il ne s'agit plus de considérer dans l'héritage d'Adorno qu'il faut arracher le cinéma à sa gangue qu'est le divertissement populaire pour en faire un instrument subversif grâce au geste solitaire d'un créateur qui transgresse les codes sur le modèle indépassable inventé par Jean-Luc Godard. L'étude des représentations des rapports sociaux de sexe consiste au contraire à prendre au sérieux le cinéma de fiction tel qu'il s'est construit, comme un lieu ouvert à tous et à toutes, où s'explorent et se discutent les questions d'identité sexuée, de désir, d'identification, de rapport entre les sexes, de normes sexuées, d'orientation sexuelle. Pourtant, la France est le pays où la proportion de femmes réalisatrices est la plus élevée. Cela s'explique en partie par le système d'aide multiforme qui préside aux destinées du cinéma en France. Depuis la première loi d'aide au cinéma votée en 1948 et modulée en 1959 par la création de la commission d'avance sur recettes, dans le cadre du premier ministère Malraux, la création cinématographique en France échappe largement aux contraintes commerciales qui sont la règle dans la plupart des autres pays, aux États-Unis en particulier. Depuis les années 80, ce sont les chaînes de télévision, publiques et privées, puis l'ensemble des industries culturelles qui financent la création cinématographique en France à travers l'obligation, fixée par les pouvoirs publics, d'y investir une part notable de leur chiffre d'affaires. Ce système favorise la réalisation de films à petit budget, plus accessibles aux réalisatrices, depuis que le mouvement féministe a fait émerger des femmes cinéastes dans le contexte militant des années 70. Après une période héroïque où la plupart des réalisatrices parvenaient rarement à faire un deuxième film, les années 90 et 2000 ont vu s'affirmer de véritables œuvres où des regards féminins sur le monde ont commencé à devenir visibles. Paradoxalement, c'est un ouvrage britannique, écrit par Carita et Brigitte Rollet, qui propose un tableau à la fois synthétique et exhaustif de la production des films réalisés par des femmes ces 2 dernières décennies dans une perspective genrée. Longtemps cantonnés dans le cinéma d'auteur, c'est-à-dire dans des films à petit budget, et privés de la longévité indispensable pour rendre visible une œuvre, les femmes cinéastes semblent nombreuses aujourd'hui à avoir franchi ces 2 barrières, et leur originalité consiste à s'inscrire simultanément dans 2 courants qui sont historiquement séparés dans le cinéma français, le cinéma d'inspiration personnelle, souvent autobiographique, qui représente la forme principale du cinéma d'auteur depuis la Nouvelle Vague, au tournant des années 60, et le cinéma de genre, stigmatisé par la critique de l'épithète infamante de commercial, comédie de boulevard, film policier ou film historique, qui cherche à atteindre un plus large public par l'utilisation de codes culturellement inscrits dans une tradition populaire. Diane Curis, Colline Serrault, Tony Marshall, Josiane Balasco, Nicole Garcia, Marion Vernou, Adia Jaoui s'inscrivent dans cet entre-deux. Les unes plus proches du cinéma d'auteur, les autres du cinéma de genre, mais travaillant toutes à des formes d'hybridation entre culture d'élite et culture de masse, qui semblent, en tout cas dans le champ du cinéma, une forme culturelle privilégiée par les femmes cinéastes. Par ailleurs, leurs films ont considérablement élargi et enrichi la palette des rôles féminins, en particulier du point de vue de l'âge. Par ailleurs, d'autres réalisatrices en nombre croissant revendiquent le droit à une écriture non conventionnelle, esthétiquement innovante, en particulier dans l'expression du désir de la sexualité, longtemps kidnappée au cinéma par des regards masculins. Je pense ici à Catherine Breillat, Patricia Mazui, Laetitia Masson, Claire Denis, qui proposent des films souvent dérangeants, qui ont la vertu de rendre visible une sensibilité différente à des questions aussi centrales dans l'art contemporain que le désir et la sexualité. La capacité de la plupart de ces jeunes et moins jeunes femmes cinéastes à sortir des sentiers battus oblige la critique cinéphilique, majoritairement masculine et hermétique aux problématiques de genre, à prendre acte de cette nouvelle donne culturelle qu'est la création filmique des femmes, même si c'est souvent sur le mode de la dénégation. Le talent n'a pas de sexe. Dénégation que, malheureusement, la plupart des femmes cinéastes reprennent à leur compte en France, tant elles ont intériorisé la dévalorisation du féminin dans le champ de la création. Mais leur force et leur diversité sont la meilleure réponse à cette violence symbolique et devraient susciter des analyses qui mettent en évidence les contradictions, mais aussi le renouvellement des représentations qu'elles proposent. Je vous remercie.